Voilà, de retour sur le plateau donc pour cette table ronde, mais qui vous concerne aussi très directement. On sait bien que pour se battre contre les infections et puis un certain nombre de maladies, il n'y a rien de tel que d'avoir une immunité au top. Eh bien, pour en parler, pour savoir quels sont les leviers, quels sont les éléments qui peuvent favoriser cette immunité, et là nous allons parler de choses extrêmement sérieuses, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Hélène Duez. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et spécialiste de chronobiologie, donc de cette fameuse horloge biologique. Avec vous, François Carré. Professeur François Carré, vous êtes professeur en physiologie cardiovasculaire à l'Université de Rennes. Et ce qui va nous intéresser chez vous, c'est tout ce que vous avez fait comme travaux, bien sûr sur l'activité physique, mais surtout sur la sédentarité, quelque chose qui est moins connu. Et vous êtes le cofondateur de l'Observatoire de la sédentarité. Et puis à vos côtés, François Trottin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut Pasteur de Lille. Vous êtes intéressé beaucoup, en fin de compte, au microbiote normal, au microbiote pas normal, et en quoi ça peut modifier, en fin de compte, vos capacités de défense par rapport à des agressions externes. Et c'est François Trottin qui va répondre tout à l'heure à cette question. Est-ce que le poumon et le microbiote discutent ensemble ? Nous commençons tout de suite avec vous, François Carré. En l'occurrence, l'activité physique, la sédentarité, est-ce que ça a un impact sur notre immunité ? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, l'inactivité physique et la sédentarité vont altérer notre immunité et à l'inverse, la pratique régulière d'une activité physique va améliorer cette immunité. Merci, c'est bien, on a toute la réponse. En résumé, donc n'hésitez pas à vous lever et à bouger en d'autres termes. Voilà mon message principal. Voilà, nous allons donc peut-être vous laisser nous présenter. Premier élément, les bénéfices de l'activité physique. Parce que, ou du moins, quand on n'a pas de sédentarité que fait l'activité physique, est-ce que c'est bon pour l'organisme ? Oui, quand on a fait de l'activité physique, c'est bien sûr très bon sur l'organisme. Donc, c'est très bon pour l'organisme, puisque en résumé, bien, plus je bouge de façon régulière, plus je baisse mon niveau d'inflammation chronique, plus je baisse le niveau de stress oxydant et plus j'améliore l'immunité. Donc c'est effectivement bénéfique, on a des tas de preuves. On sait actuellement qu'on considère que l'activité physique prévient pratiquement toujours 36 maladies chroniques, améliore quand on est malade très souvent ces maladies et peut parfois les guérir à condition qu'on poursuive bien sûr l'activité physique jusqu'à la fin de ses jours. Ça peut les prévenir aussi ? Ça les prévient, oui, c'est ce 30% en moyenne, 25 à 30% de prévention des maladies chroniques. Donc, quand on parle, je crois qu'il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes. Quand on parle d'activité physique, on a tendance à dire, et les médecins les premiers ont tendance à dire, donc faites du sport. Est-ce qu'on se méprend sur les termes ? Oui, complètement. C'est pour ça que la loi sport sur ordonnance, c'est faux. Alors c'est vrai que ça marque plus au niveau médiatique que activité physique sur ordonnance. En fait, le sport, c'est une activité physique, c'est un type d'activité physique qu'on fait le plus souvent dans un cadre réglementaire. Mais en réalité, l'activité physique, c'est bouger, tout simplement. C'est une contraction musculaire, c'est relativement simple. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de m'habiller pour faire de l'activité physique. On n'a jamais dit dans l'Organisation mondiale de la santé, dans la recommandation, qu'il fallait que je mette une tenue spécifique pour aller bouger. Donc, effectivement, activité physique et sport, c'est pas la même chose. Et ne pas parler de sport à mes malades. Ils me disent toujours, vous voulez me tuer, docteur. Exactement ça, très mauvais. Voilà, nous avons retrouvé les slides. Vous voyez, vous êtes en direct, vous êtes avec nous, vous êtes chez vous, mais en fait, vous êtes avec nous sur le plateau. François Carré. Merci beaucoup, tout d'abord pour cette invitation. Et juste, comme je l'avais dit en introduction, eh bien, vous voyez sur cette diapositive qu'il y a ça en fait des choses, à peu près 100 myokines, c'est-à-dire 100 cytokines libérées par le myocyte. Chaque fois que vous contractez un muscle, ils vont avoir un effet bénéfique sur plein de choses, et en particulier les cellules immunitaires, comme vous le voyez, je les ai surlignées en vert. Et là, eh bien, ça tombe bien parce que je n'ai pas oublié de parler du microbiote. On ne s'est pas concerté avec mon collègue, mais effectivement, on sait que quand vous bougez, vous voyez les muscles qui sont au milieu, ça va entraîner des stress mécaniques, mais ça va aussi libérer les myokines que l'on a vues. Ces stress vont entraîner des modifications au niveau du système immunitaire, mais aussi au niveau du microbiote, en particulier lorsque l'exercice est prolongé et qu'il est fait à une intensité élevée avec un environnement défavorable comme la chaleur, par exemple. Et tout cela communique avec le cerveau et puis avec les systèmes endocriniens. Donc tout se met ensemble et vous vous rendiez peut-être pas compte tout ce que vous mettiez en branle quand vous faisiez de l'exercice physique.
Alors la première question qui est posée, c'est est-ce que c'est vraiment bon de faire de l'activité physique au niveau du risque d'infection? Vous voyez, il y a une courbe en U, comme on dit. Donc quand vous ne bougez pas du tout, là ce sont les sujets sédentaires, c'est-à-dire beaucoup de temps passé assis ou couché sans bouger, et que vous commencez à faire de l'activité physique. Vous voyez cette personne âgée qui va marcher avec son petit-fils, les deux sont gagnants-gagnants, hein. Le petit-fils parce qu'il parle avec son grand-père, et puis le grand-père parce qu'il bouge avec son petit-fils. Et bien à ce moment-là, vous avez une baisse d'environ 40% du risque d'avoir des infections. Et puis par contre, à l'inverse, on retrouve le U, la pointe la plus élevée, quand on fait beaucoup de sport. Il est possible, c'est discuté, vous voyez, le risque est multiplié de 2 à 6, ça veut dire qu'on ne sait pas trop, d'avoir plus d'infections. En fin de compte, il faut bien faire attention quand on parle du risque de trop de sport. Ce n'est pas le sport seul, c'est le plus souvent chez les sportifs de très haut niveau, avec toutes les contraintes qu'il y a autour, et en particulier le déséquilibre nutritionnel qu'il ne faut jamais oublier, la qualité du sommeil. On a parlé de la chronobiologie, les contraintes de déplacement qui vont aussi intervenir sur ces facteurs. Alors, quelle pratique d'activité physique faut-il recommander ? Bien, globalement, activité physique ou sportive régulière, 3 à 4 fois par semaine, d'une intensité modérée à élevée, c'est-à-dire je suis essoufflé, mais je peux continuer à cette allure-là pendant longtemps, équilibré avec mes autres contraintes personnelles, rien de pire chez un sportif que d'être tout d'un coup papa, parce que les heures de sommeil qu'il va perdre vont perturber son équilibre, et on associe ça, bien sûr, à une alimentation équilibrée. Donc, que retenir les points essentiels dans cette question? Eh bien, d'abord, l'importance des connexions entre le système immunitaire et puis l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le microbiote intestinal. Savoir que quand je bouge, oui, je perturbe l'équilibre du système immunitaire. Quand je m'entraîne modérément avec un bon rapport effort-récupération, eh bien, c'est bon pour ma santé. Mais peut-être que chez certains sujets, quand on fait mal du sport, cela peut perturber le système immunitaire. Alors, ça peut perturber le système immunitaire. Est-ce que la Covid, est-ce que le confinement, ça modifie aussi les choses? Est-ce qu'en fin de compte, par rapport, on a vu des études qui sont sorties en effet où il y avait au niveau de l'activité physique, au niveau du sommeil, un certain nombre de chiffres qui sont assez inquiétants, puisqu'en fait, bon, il y a la perturbation du sommeil, c'est vrai, mais en fin de compte, l'activité physique, en particulier chez les jeunes, a été encore une fois perturbée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a préféré les écrans à la sortie possible pendant 1 heure. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'impact ultérieur que peut avoir ces modifications chez les jeunes? Parce que tout à l'heure, on va recevoir Tony Estanguet, donc ce qui est un vrai plaisir. Vous savez, c'est le président de Paris 2024, et son action, elle est essentiellement chez les jeunes. Est-ce que c'est là le point de départ important? Alors, il est sûr que le confinement n'a pas amélioré les choses chez les jeunes qui, je vous le rappelle, ne respectent pas tellement les recommandations d'activité physique, puisqu'on part du principe qu'on a en moyenne 5%, je dis bien 5% des enfants qui suivent les recommandations, donc qui sont de 1 heure chaque jour. Ce que les gens oublient, c'est que c'est le chaque jour. L'activité physique, ça marche 24 à 36 heures. Donc si je passe trop, ça ne marche pas. Donc le confinement n'a pas amélioré les choses. Il y a pas mal dans le questionnaire qui a été fait par l'ONAPS, il y a pas mal d'enfants qui se sont mis à faire de l'activité physique, mais en fait, dès qu'ils sont rentrés chez eux, ils sont devenus de façon très importante beaucoup plus sédentaires, avec une prise de poids importante. Donc ça, c'est le premier effet négatif. Alors est-ce que ça va avoir un effet durable? Ça dépend des gamins. S'ils décident de reprendre une activité physique et de refaire attention à un équilibre alimentaire et de diminuer leur temps d'écran, ça va bien se passer, parce que c'est un incident, ça a duré 2 mois, c'est pas majeur. Par contre, il ne faut pas oublier les personnes âgées et les malades qui, eux, ont arrêté de faire l'activité physique parce qu'ils ont eu peur d'être confrontés au Covid, et surtout qu'il y a quand même une circulation en disant « attention, Covid et sport, on ne sait pas trop ce que ça va donner, etc. etc. » Donc là, il y a un risque un peu plus important chez ces patients-là. Vous avez donné une bonne référence, vous dites 1 heure tous les jours pour les enfants. Quand on parle de sédentarité, quels sont les repères horaires? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est sédentaire? Alors, on considère qu'on est sédentaire, ça dépend des études, il y a 2 grands chiffres. Dès qu'on dépasse 6 heures ou 7 heures de temps passé assis chaque jour, c'est une moyenne. Alors souvent les gens me disent, et les étudiants les premiers me disent, mes étudiants me disent c'est de votre faute, parce que regardez, c'est vous qui nous faites asseoir longtemps. Je leur dis c'est amusant parce que les gens les plus assis au travail ou les plus assis dans les bancs des écoles sont les plus assis chez eux, les plus assis en vacances. Ça c'est la sédentarité, c'est une religion la permission. personnelle. Voilà, c'est très pernicieux, on ne se rend pas compte. J'arrive dans le métro, j'ai 2 stations, je m'assieds. Pourquoi? Parce que je ne m'en rends pas compte. Donc c'est ça qui est terrible. Donc c'est 6 à 7 heures, mais le pire, c'est les durées prolongées de temps assis, c'est-à-dire plus de 2 heures. Normalement, il est recommandé de se lever au moins toutes les 2 heures. Le mieux, c'est toutes les heures, 2-3 minutes, et de bouger un petit peu. Voilà.
Vous qui faites du télétravail éventuellement chez vous, c'est un élément extrêmement important. Jean-Michel Le Serre. Oui, non, mais la sédentarité, en fait, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que la sédentarité, c'est ne pas bouger lorsqu'on pourrait bouger. Et il y a toute une série de circonstances, vous avez tout à fait raison de le dire. Moi, je prends régulièrement mon métro quand je viens à Paris. Quand je venais à Paris, envoyez-moi, je suis absolument sidéré. Je suis le seul dans les escaliers. Tout le monde est sur l'escalier roulant en train d'attendre. Et si jamais je prends l'escalier roulant, je marche. Et donc, en fait, c'est vraiment un état d'esprit. La sédentarité, c'est pas l'absence d'activité physique, c'est moins que l'activité physique. C'est en dessous du niveau de la mer. Et ça, c'est vraiment très important de le rappeler. Je pense qu'il faut d'abord lutter contre la sédentarité avant de promouvoir le sport, comme vous l'avez très bien dit. Le sport est une petite entité dans l'activité physique. Justement, dans l'observatoire que vous co-présidez sur la sédentarité, c'est quoi l'état de la France par rapport à cette sédentarité? Alors, on considère qu'on est à peu près entre 50 et 60% de personnes sédentaires et parmi ceux-là, il y en a plus de 55% qui sont à 8h30 par jour. Il faut savoir que le temps moyen devant la télévision actuellement, journalier, c'est 4 heures. Alors, une question sur juste un petit commentaire, parce que ce que dit M. Le Serre est très important. Je crois que le problème que l'on a actuellement, c'est que les gens n'ont pas compris les risques de la sédentarité. C'est le tabac d'il y a 60 ans. Tout le monde fumait parce qu'on ne savait pas que c'était dangereux. Ça tue plus que le tabac? Alors ça tue plus en nombre absolu. En valeur relative, avec le nombre de fumeurs, pas tout à fait, mais en nombre absolu, oui. 5,2 millions par an de morts liés à la sédentarité dans le monde par an quand même. Et les études montrent d'ailleurs très clairement que chez les gens qui font une activité physique, le fait d'avoir de la sédentarité en plus, en fait, augmente le risque cardiovasculaire malgré la sédentarité. Vous l'avez montré dans d'autres travaux, je pense. Je peux être sportif sédentaire, tout à fait. Ce qui est en effet un paradoxe. Deux petites questions, justement. La première, alors c'est une question assez pratique, mais le physiologiste que vous êtes va pouvoir nous répondre. Que pensez-vous de la marche, on pourrait dire d'une activité physique, avec un masque? Est-ce que ça perturbe les choses? Alors globalement, la gêne qu'il peut y avoir lorsqu'on fait de l'activité physique ou sportive avec un masque, c'est au-delà de ce qu'on appelle le premier seuil ventilatoire, c'est-à-dire quand je suis vraiment essoufflé. Dans les tests d'effort que je fais faire actuellement, surtout chez les patients, j'ai tendance à leur dire, vous pouvez enlever votre masque s'il vous gêne vraiment quand vous ventilez trop. Une étude de valeur scientifique moyenne, je dirais, a montré qu'on ne désaturait pas plus quand on fait de l'exercice physique ou du sport avec un masque que quand on n'en a pas. Mais en fait, ce n'est pas la désaturation qui gêne, c'est que l'on a du mal à inspirer et à expirer. C'est la perception d'avoir le masque qui se colle. On inspire, on a le masque qui se colle. Donc c'est du désagrément. Et une deuxième question, période de télétravail, quels conseils pouvez-vous donner pour justement limiter la sédentarité? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de ne pas mettre une boisson sucrée ou un petit plateau avec des bonbons ou des gâteaux. Pourquoi? Parce que c'est terrible, parce qu'à la sédentarité, moins je bouge, plus je mange. Parce qu'en fin de compte, plus je suis assis, plus je libère une hormone qui va augmenter mon appétit. Et c'est exactement, les fumeurs vont comprendre ce que je vais dire, c'est la même sensation irrépressible, il me faut une cigarette. Ben là, il faut que j'aille manger. Alors j'essaye d'expliquer aux gens que ça dure à peu près 15 minutes, 30 minutes, donc il faut penser à autre chose pendant 15 minutes, 30 minutes. C'est comme pour le tabac. Exactement pareil. Donc premier point, ne pas faire ça. Deuxième point, pensez à garder un contact avec l'extérieur. Parce que beaucoup de gens font du télétravail, mais on ne leur a pas appris à faire. Et je pense qu'il faut faire son agenda, comme on avait son agenda avant. De telle heure à telle heure, je vais travailler et faire telle chose. Par contre, là, je vais appeler un collègue, je vais appeler quelqu'un de ma famille. Parce qu'au niveau dépressif, je pense que ça va aussi majorer beaucoup les choses. Et je me lève au minimum toutes les 2 heures. Le mieux, c'est toutes les heures, pendant 3 minutes. François Carré, merci. On va peut-être se retrouver d'ailleurs parce qu'il y avait encore d'autres questions qui vont se poser. Nous passons à Hélène Duez. Hélène Duez, vous êtes une spécialiste de la chronobiologie, c'est-à-dire vous savez tout sur l'horloge biologique. Je vous rappelle que l'horloge biologique, ça a quand même été un prix Nobel tout récent. Tout à fait. Donc on rend hommage à cette notion de rythme dit circadien, c'est-à-dire en fait sur les 24 heures. Et donc la question qui se pose, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'en fin de compte, dans notre organisme, tout est déjà réglé, tout est déjà organisé, le timing est assuré? Et en fin de compte, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Eh bien oui, le timing est assuré et c'est bien. Et c'est bien parce que ça permet à notre organisme d'anticiper la prochaine phase. Notre organisme, il s'est vraiment adapté au fait de l'alternance entre le jour et la nuit, qui est due à la rotation de la planète. Et donc, on ne fait pas la même chose le jour et la nuit.
On dort la nuit, on se nourrit, on fait de l'exercice le jour. Donc notre physiologie est complètement différente. Alors on pourrait être en réaction de ça et se dire « Ah bah tiens, il fait nuit, donc je vais commencer à faire quelque chose » ou « Ah, il fait jour, donc je vais commencer à me préparer à augmenter ma ventilation, à augmenter mon rythme cardiaque, etc. » En fait, non. L'horloge anticipe ce phénomène de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte, de manière à ce que tout soit bien coordonné. Donc tous les organes sont sous le maître des horloges. Ce n'est pas celui auquel vous pensez, mais il y a un maître des horloges aussi chez nous. Tous les organes sont soumis à l'horloge pour une raison très simple, c'est que tous les organes possèdent une horloge. Et cette horloge, elle va permettre, par exemple, pour le système cardiovasculaire, d'induire des variations dans la pression artérielle. Mais c'est vrai aussi pour le système immunitaire. Le système immunitaire, en fait, le nombre de globules blancs dans le sang et dans les tissus varie. Il n'est pas le même la journée et la nuit. Et pourquoi ? Eh bien, probablement parce que on a plus besoin d'un système immunitaire prêt à réagir à certains moments, alors qu'on va pouvoir le régénérer, entre guillemets, à d'autres. Mais c'est le cas, finalement, du muscle aussi. Le muscle, il n'a pas du tout la même physiologie, pas le même métabolisme, le jour et la nuit. Voilà. Donc, ça veut dire que tout est programmé, on peut modifier tout ça ? Alors, on le modifie, on est obligé de le modifier lorsqu'on se soumet à certaines conditions. Quand on fait un Paris-New York et qu'on traverse quelques fuseaux horaires, ce qu'on peut un peu moins faire depuis quelques mois, mais oui, on perturbe cette horloge-là et elle met du temps à se réadapter. C'est là qu'on voit qu'il y a ce phénomène d'anticipation. Ce n'est pas juste une réaction, on met à peu près un jour par heure de décalage. Voilà. Donc on a en fait une horloge centrale qui se trouve au niveau de l'hypothalamus, qui va recevoir la lumière et qui va régler les horloges qui se trouvent dans tous les tissus. Et ces horloges vont régler finalement la fonction, les protéines, les myokines dont on parlait, le microbiote dont on parlera après. Tout ça, c'est régulé par les horloges. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, cette horloge, vous savez, elle existe, elle est là de manière endogène. On a peut-être entendu parler de l'expérience de Michel Siffre, le spéléologue, qui était descendu pendant plusieurs... voilà. Et il avait gardé, finalement... Alors, il était dans sa grotte, et puis il n'avait aucun repère temporel. Aucun. Simplement, on lui montait la nourriture et on lui descendait quand il tirait sur une petite corde. Et avec cette corde, il disait aussi « je suis réveillé » ou « je suis endormi ». Et en fait, il a gardé son rythme comme ça pendant des semaines. Mais elle s'est décalée, comme ceux qui ont encore des montres. Vous voyez, de temps en temps, il faut remettre la montre à l'heure. C'est ce que fait la lumière. C'est ce que fait la lumière. C'est-à-dire que l'horloge dans l'hypothalamus, dans le cerveau, elle est présente, elle fait son travail, mais de temps en temps, elle a besoin d'être remise à l'heure par la lumière. Elle est aussi remise à l'heure par la prise des repas et par notre activité sociale, finalement. Et elle va coordonner l'ensemble des horloges qui se trouvent dans le corps. Et est-ce que cette horloge, en fin de compte, lorsqu'elle n'est plus tellement bien réglée, est-ce que c'est dangereux pour la santé ? Est-ce qu'en fin de compte, tous ces organes qui sont normalement réglés vont en pâtir ? Oui, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit très bien que dans le cadre du travail posté, il y a énormément d'études qui ont été faites, épidémiologiques, depuis plus de 20 ans, qui montrent que les travailleurs postés sont plus à risque de développer des pathologies, alors plutôt chroniques, mais aussi aiguës, en fait, inflammatoires. Mais c'est finalement, c'est un cas, je dirais, extrême, mais c'est finalement quelque chose qui peut arriver quand on passe trop de temps à l'intérieur. Finalement, on ne reçoit pas assez de lumière naturelle la journée, au moment où on devrait la recevoir, probablement lié aussi au fait qu'on est moins dehors pour faire de l'activité physique. Je pense que le tout est intégré. Et à côté de ça, on est exposé à la lumière artificielle la nuit, jusque tard, parce que finalement, on a cette possibilité. Donc on va rester réveillé bien plus tard que ce qu'on voudrait, ce que notre horloge voudrait, d'autant qu'on s'expose à des lumières qui viennent des écrans. Et c'est une lumière, ces LED sont à une longueur d'onde d'environ 480 nanomètres, qui est exactement celle que reçoit la rétine et qui resynchronise notre horloge. C'est donc, la lumière bleue. C'est cette lumière bleue. Et donc, si on n'y prend pas garde, cette exposition à la lumière prolongée le soir, en fait, retarde l'endormissement
Et donc, on enclenche un cercle vicieux, en fait. On passe moins de temps à la lumière naturelle la journée, trop la nuit, manque de sommeil. Et tout ça, en fait, évidemment, se coordonne. Sans compter qu'évidemment, quand on reste tard le soir, on a tendance parfois à grignoter aussi. Donc voilà, il y a un tout, en fait. Il y a un tout. Et donc, oui, on a des troubles du sommeil, on a une augmentation des maladies métaboliques et inflammatoires. Alors, on voit bien donc ces différentes maladies chroniques qui sont favorisées. Hein. Ce n'est pas la seule cause, je vous rassure. Hein. C'est quand même pas la seule cause, mais c'est un élément supplémentaire, bien évidemment, dans l'évolution éventuelle de la maladie. Est-ce qu'en fin de compte, le système immunitaire a cette même horloge? Oui, le système immunitaire a cette même horloge. Les globules blancs, donc les macrophages, toutes les cellules sentinelles, les macrophages, les cellules dendritiques, mais aussi les lymphocytes, ont une horloge. Et donc, cette horloge fait qu'ils vont circuler dans le sang de manière circadienne, c'est-à-dire qu'ils vont être plus élevés à certains moments de la journée, moins à d'autres. Ils vont s'infiltrer dans les tissus. Vous savez, quand on a une infection ou quand on a une lésion, une blessure musculaire ou autre, un infarctus du myocarde, ces cellules immunitaires vont s'infiltrer dans l'organe pour essayer de réparer, aider à réparer. Et ça ne se fait pas à n'importe quel moment de la journée non plus. En tout cas, il y a une rythmicité. Probablement, ce qu'on pense, c'est que finalement, quand on est réveillé, quand c'est la phase d'activité, on est probablement plus à risque de rencontrer un virus, de se blesser parce qu'on est actif. Et probablement, c'est ce qui fait que l'horloge anticipe cette phase-là en mettant en alerte toutes ces cellules du système immunitaire prêtes à rentrer sur ce site de lésion, d'inflammation. Donc le matin, c'est le branle-bas de combat. Ben oui, le matin, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde est prêt au cas où. Et c'est ce qu'on voit très bien. C'est ce qu'on voit très bien. Il y a des études qui montrent, par exemple, un système qui s'appelle l'inflammasome, qui se trouve dans nos cellules immunitaires et qui est là pour détecter toute une série de signaux de danger, en fait, va être plus présent le matin. Ça participe, au-delà de ce qui peut se passer dans le cardiomyocyte, la pression artérielle, les phénomènes de coagulation qui eux aussi sont circadiens, mais ça participe probablement aussi au fait que l'infarctus du myocarde, par exemple, survient plutôt dans les premières heures de la journée plutôt que plus tard le soir. Donc elle s'infiltre et probablement, elle s'infiltre peut-être trop parce que là, pour le coup, on est dans quelque chose de pathologique. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans tout ça? Parce que ce que vous nous décrivez, c'est que, bon, on est des acteurs un peu passifs de l'histoire, y compris pour l'immunité. Est-ce qu'on a des moyens, en fait, d'améliorer les choses? Oui, alors, il y a des moyens d'améliorer les choses. Alors, j'ai rassemblé sur cette diapositive plusieurs points. Tout d'abord, la chirurgie. On a montré, par exemple, que les complications cardiovasculaires suite à une opération, par exemple, de remplacement des valves, eh bien, ces conséquences n'étaient pas les mêmes si on faisait la chirurgie le matin ou l'après-midi. Et probablement que de stratifier les patients sur leur facteur de risque pour finalement faire une opération plutôt le matin ou plutôt l'après-midi, ça peut être intéressant. On met les plus graves le matin et les moins graves après? Ben, on met les plus graves l'après-midi. Par exemple, les sujets diabétiques, par exemple, ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir à les mettre plutôt l'après-midi. C'est pas un problème de chirurgien, c'est un problème de patient. C'est un problème d'horloge. C'est un problème d'horloge. La chronothérapie, on est plus là pour parler de prévention, mais il n'empêche, la chronothérapie, on ne dit pas assez que toutes les cibles des médicaments qu'on utilise sont circadiennes et probablement, si on respectait un petit peu plus ce temps-là, on pourrait diminuer la quantité de médicaments ou en tout cas mieux utiliser ces thérapies. Et puis, oui, il y a des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup de lumière. On peut s'exposer à la lumière la journée, en particulier le matin, soit en allant dehors et en faisant de l'activité physique, parce que comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Mais n'empêche qu'une lampe de luminothérapie bien utilisée apporte beaucoup de bénéfices. On le voit dans la dépression saisonnière. C'est pas que commercial, c'est vraiment utile. Ah non, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile, en particulier l'hiver. Évidemment, l'été, la question se pose beaucoup moins, mais l'hiver, ça peut réellement aider aux troubles de l'humeur, mais ça peut aussi aider les personnes à se réveiller plus tôt, ce qui fait qu'elles vont s'endormir, elles vont respecter les rythmes. En fait, toute cette histoire tourne autour des rythmes. Il faut respecter nos rythmes biologiques et quand on fait ça, on se porte mieux, que ce soit avec la lumière, l'heure des repas, Donc le matin, etc. c'est pleine lumière et surtout pas garder une lumière tamisée. C'est un peu ça, même si c'est parfois un peu dur.
Alors, j'en profite, vous vouliez peut-être le dernier point, dire quelque chose? Oui, alors l'heure des repas, parce que vous l'avez peut-être vu sur la diapositive précédente, hein, il n'y a pas que la lumière qui resynchronise l'horloge, il y a l'heure des repas aussi. Et on sait qu'en mangeant au bon moment et en essayant de ne pas grignoter, en particulier tard le soir, on peut améliorer nos horloges. Et c'est vrai aussi pour le système immunitaire. On peut resynchroniser les horloges de notre système immunitaire en adaptant l'heure des repas. Jean-Michel Leclerc, votre horloge va bien? Oui, j'espère qu'elle va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de prévention. Merci Hélène d'être là. C'est très plaisir de vous voir alors que tous les jours on se côtoie à l'Institut Pasteur de Lille. Il y a beaucoup de choses à faire parce que il y a quand même un surrisque tout à fait important au niveau cardio-métabolique pour les personnes qui travaillent en horaire décalé, vous l'avez très bien dit. Oui. Et le risque n'est pas que cardio-métabolique. Par exemple, les femmes qui travaillent la nuit ont 2 fois plus de risque de cancer du sein. C'est tout à fait important, c'est pas rien. Hein. Et nous, on a mené une étude que vous connaissez qui était d'intervenir sur les personnes en horaire décalé parce qu'ils avaient des contraintes professionnelles et on a montré quand même une certaine efficacité. D'autres choses à faire, hein, c'est ce qu'on appelle le jet lag social qui est quand même quelque chose d'important. Il y a aussi, par exemple, la problématique, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais de l'heure d'été. On est totalement décalé par rapport à la physiologie. C'est une aberration biologique, écologique invraisemblable. Et puis, il y a aussi alerter les gens, par exemple, le soir, effectivement, ce n'est pas l'heure de manger, c'est l'heure de dormir. Et quand il est minuit et que les gens sont devant leur écran, ils ne vont pas manger des poireaux, ils vont manger autre chose. Et donc, il y a quand même une information, et je crois que la prévention est là vraiment tout à fait importante, au-delà des travaux de recherche que vous menez, qui sont très, très intéressants, bien entendu. Une question, Jean-Marc Loison, donc n'hésitez pas à marquer votre nom, hein, parce que je peux le lire, donc si vous marquez votre nom, on vous identifiera. Il nous dit, les Français mangent mieux, fument moins, font plus de sport, on va dire d'activité physique, mais dorment de moins en moins longtemps. Pourquoi est-ce que le sommeil a moins d'importance et est-ce que ça a vraiment un impact sur la santé ? L'impact sur la santé, oui, il est très clair. Non, je ne pense pas que le sommeil ait moins d'importance. Simplement, on est dans des vies rapides, presque frénétiques, et on est pris dans ces rythmes-là. Mais si vous prenez le temps de prendre quelques semaines de congé cet été, l'été prochain, et que vous le passez, si possible, par exemple, en camping, loin de toute source lumineuse, etc. Sans téléphone, sans rien ? Si c'est possible, le moins possible. Vous verrez que vous allez récupérer un rythme biologique qui va beaucoup plus vous correspondre et que vous allez dormir beaucoup plus. Et ça peut aller jusqu'à 3 heures supplémentaires par rapport à ce qu'on fait dans la journée. Enfin, dans l'année. Une autre question qui est corollaire, c'est on dit que la grasse matinée, c'est pas une bonne idée. Non, alors c'est pas une bonne idée. Attention à ce que vous allez dire. Tout dépend de ce qu'on entend par grasse matinée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, hein, j'en suis, donc j'en parle d'autant plus librement. Il y a des gens qui sont des lève-tard et couche-tard. Donc c'est pas très bien, mais c'est simplement parce que probablement on est plus sensible à la lumière et donc on se décale parce qu'on est exposé à la lumière plus tard la journée. Dans ce cas-là, si c'est ça qu'on appelle grasse matinée, alors non, c'est simplement qu'on respecte ces rythmes. Maintenant, si c'est grasse matinée parce qu'il nous manque 1 heure de sommeil ou 1h30 tous les jours pendant 5 jours et qu'on fait la grasse matinée le week-end, eh ben non, ça c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi ? Parce qu'en fait, on se met dans une situation presque de faire un Paris-New York sur le week-end. Et en termes d'horloge, c'est absolument néfaste. Absolument néfaste. Il vaut mieux, à la limite, dormir 1 heure de plus, 1h30, mais pas se lever à midi. Donc un cycle de sommeil en plus, simplement. C'est ça. On va dire ça. Voilà, ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le week-end. Merci beaucoup Hélène Dehaze pour toutes ces informations. Merci. Encore une fois, extrêmement pratique. Le but, c'est d'être pratique dans ce domaine de prévention et surtout d'adaptation de nos modes de vie au quotidien. C'est là, en fin de compte, où on peut se faire du bien pour la santé et pour une santé durable. Ah, Jean-Michel Leclerc, la nutrition. Est-ce en mangeant différemment, en mangeant d'une autre façon, est-ce qu'on peut, je récupère la petite zapette, vous voyez, vous vivez tous en direct, mais oui, nous sommes en direct. Est-ce qu'en fin de compte, en mangeant différemment, on peut booster, on peut améliorer son immunité? Ah oui, je crois qu'il y a un rôle très important de l'alimentation sur nos défenses immunitaires. Alors je vais essayer de montrer un petit peu les tenants, les aboutissants. Comme toujours, il faut accorder beaucoup d'importance à l'alimentation, mais il ne faut pas accorder de l'importance qu'à l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est essentiel, mais elle fait beaucoup, mais elle ne fait pas tout. Donc attention, c'est peut-être un écueil que parfois nos contemporains ont. Et donc ce n'est pas un anti-message que je donne, mais c'est un message juste qu'on va essayer d'éclairer un peu.
Voilà, donc Alain, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que ça joue l'alimentation? Oui, ça joue. D'abord, la malnutrition est un élément très important. C'est-à-dire que mal se nourrir, c'est soit trop peu, soit trop. C'est l'un ou l'autre. La sédentarité, à l'instant, le professeur Carré vient de l'indiquer. Le stress aussi, la dépression, les rythmes, Hélène vient de le dire, tout ceci est un ensemble qui va agir de façon multiple via ou non le microbiote et beaucoup d'autres choses, via aussi la prise de poids. Et on va en dire un petit mot. Donc, mode de vie immunité, c'est absolument évident. Peut-être on est passé aussi d'une époque où ce qui était caractéristique, c'est la sous-nutrition. Ça, c'était l'élément essentiel. Et la sous-nutrition qui a pour conséquence la dénutrition. La dénutrition est une maladie, la sous-nutrition est un état où je me nourris de façon insuffisante. Et cette dénutrition, on le sait, a des impacts considérables. Il suffit de regarder la malnutrition protéino-énergétique dans les pays en voie de développement, qu'on voit encore aujourd'hui malheureusement, c'est la porte ouverte aux infections graves. C'est tout à fait important. Chez les personnes âgées, c'est la même chose. La dénutrition est un facteur tout à fait important de risque accru de complications lorsque l'infection survient, mais peut-être aussi de survenue de l'infection. On ne sait pas encore tout à fait faire la part des choses. Alors la dénutrition, eh bien, elle affecte beaucoup de gens. D'abord la pauvreté, qui est un élément aujourd'hui prégnant, y compris dans notre pays, pauvreté économique, mais pauvreté aussi intellectuelle et de connaissances, l'ignorance, et tout ça est déterminé par des conditions socio-économiques. Et je pense qu'il faut quand même qu'on se dise bien à nouveau qu'en matière de prévention, il y a quand même un élément essentiel, c'est accroître le niveau de vie des populations. C'est quand même un élément absolument fondamental. On ne peut pas tout faire sans cette élévation du niveau de vie. La question des régimes et des restrictions, alors l'anorexie mentale, mais aussi les gens qui sont en obésité, qui se privent parce qu'ils pensent qu'ils vont maigrir. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Mais dès qu'on est en restriction, eh bien, on va priver l'organisme de ce qui lui permet d'avoir les bonnes fonctions immunitaires, les anticorps, etc., qui ne sont pas fabriqués sans les protéines. Les pathologies aussi, bien sûr, mais ça, on ne va pas en parler. Et puis, l'âge, les troubles psychologiques, la dépression. Je pense que la dépression est un élément très, très important et que les maladies ne surviennent pas tout à fait par hasard, y compris les maladies infectieuses. Elles ne surviennent pas tout à fait par hasard. Mais on sera prudent quand même dans cette approche. Alors, on a beaucoup parlé pendant le Covid-19 de l'obésité et on a montré du doigt, ce qui est quand même un problème, les obèses, en disant c'est pas bien, vous êtes obèse, vous ne devriez pas être obèse, vous n'auriez pas dû être obèse. C'est pas si facile que ça. Moi qui ne suis pas, mais qui me suis occupé pendant 38 ans de personnes obèses, je peux vous dire que c'est quand même pas rien de s'occuper des problèmes de poids et d'essayer de le résoudre. Donc l'obésité, c'est aussi une malnutrition avec des excès et des défauts, des insuffisances, des régimes en particulier. L'obésité, il faut le dire aussi, c'est un tissu adipeux malade. L'obésité, ce n'est pas l'accumulation de tissu adipeux, c'est un tissu adipeux malade. Et ça, il faut bien le dire, parce que ce n'est pas un état, c'est une maladie, avec beaucoup de choses. Ça voudrait dire que le tissu adipeux est un organe ? Ah, merci Alain de le préciser. Le tissu adipeux est un organe, il fait partie des organes qui sont diffusés dans l'organisme. Il n'y a que le cerveau qui n'est pas obèse. Bien qu'il soit le tissu le plus gras de l'organisme après le tissu adipeux, il n'est jamais obèse. Mais partout, il y a des graisses. Et d'ailleurs, les graisses vont s'infiltrer aussi dans le tissu musculaire et ailleurs. Donc, le tissu adipeux peut être malade avec une infiltration lymphocytaire, mais aussi une diminution de l'activité des macrophages, avec des cellules inflammatoires qui sont beaucoup plus présentes, je ne vais pas détailler, et plus de cytokines pro-inflammatoires. Tout à l'heure, on va en reparler avec François Trottin. Et puis, il y a aussi, dans l'obésité, ce qu'on appelle une dysbiose qui va être évoquée, et une perméabilité intestinale accrue. Les deux sont en lien, et cette perméabilité fait qu'il y a des molécules qui passent de façon inappropriée. Et donc, voilà, l'obésité, c'est quand même un terrain, mais attention quand même à ne pas en faire une stigmatisation, parce que c'est aussi un vrai problème. En tout cas, la prévention a sa place, bien entendu. Alors, sur le plan nutritionnel, puisque vous me posiez la question, Alain, il y a quelques instants, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des aliments magiques, merveilleux, qui nous permettraient d'avoir une bonne immunité? Quand on est nutritionniste, on sait que les candidats sont extrêmement nombreux. Il y a énormément de candidats qui sont là pour contribuer à la nutrition. Le faire, trop peu, tout à fait évident. On le sait depuis très longtemps, la carence martiale est un problème important. Le zinc, le sélénium, d'origine animale.
Et puis, à l'autre extrémité, d'origine végétale, la vitamine C, la vitamine B9, qui jouent un rôle très très important dans les défenses de l'organisme, sur les fonctions de macrophages. Et puis aussi, dans les végétaux, en général, ce qu'on appelle les polyphénols, qui agissent sur le microbiote, qui jouent un rôle important antioxydant. Les prébiotiques, qui sont des fibres un petit peu spéciales, qui jouent aussi sur le microbiote. Bref, il y a un nombre de partenaires énorme. Mais vous voyez que ce n'est pas le monde végétal qui nous sauve, ce n'est pas le monde animal, c'est les deux. D'ailleurs, au milieu, il y en a qui sont mixtes, les protéines animal-végétal, la vitamine D animal-végétal, les oméga-3 animal-végétal, les probiotiques, les aliments fermentés. C'est extrêmement intéressant, les aliments fermentés. On va organiser nos journées de nutrition sur ce thème l'année prochaine. Tout ceci fait que, finalement, le bon candidat, c'est une nutrition globale qui n'exclut rien et qui inclut tout. Il faut arrêter cette alimentation dissociée qu'on voit partout, les régimes sans, etc. Non, au plus il y en a, au mieux c'est. Alors, bien sûr, en quantité modérée, mais en variété. La variété, c'est la clé de la nutrition. Il n'y a pas d'autre clé que la variété en nutrition. Tout le reste ne sert à rien. Et donc ça, c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, on entend tellement de discours ridicules sur la nutrition. Alors, j'ai donné un exemple très savant pour faire croire que je suis savant. Ah, c'est compliqué, là. Bah oui, c'était exprès. Non, parce qu'avec mes collègues qui sont beaucoup plus savants que moi, il faut quand même que j'essaie d'être au niveau. C'est les oméga-3. Ça, les oméga-3, bah, par exemple, on sait qu'ils agissent sur les cytokines, sur l'inflammation, etc. Et bien, pourquoi pas? Il y a des éléments qui suggèrent que les oméga-3 seraient utiles dans la prévention du Covid-19. Alors, je terminerai avec deux diapos. Une première sur le microbiote, pour introduire les propos de François dans quelques instants. Le microbiote, c'est extrêmement important et c'est aussi un organe. Vous le disiez il y a un instant, Alain, c'est un organe particulier parce qu'il ne nous appartient pas, mais il est lié à nous. Donc c'est quand même très compliqué. Il y a d'une part des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Sur les facteurs exogènes, ils sont influencés très tôt. Et en particulier, les modes d'accouchement, c'est absolument fondamental. Césarienne, et en plus, il y a des études récentes qui montrent que c'est césarienne intentionnelle, comparativement à la césarienne d'urgence, qui joue un rôle parce qu'elle va modifier le microbiote de l'enfant. Mode d'allaitement, très important, l'allaitement maternel. Ne pas culpabiliser les femmes qui ne peuvent pas allaiter ou qui ne le veulent pas, bien entendu. Puis ensuite, il y a toute une série d'événements. Antibiotiques, on le sait de plus en plus dans l'obésité. Épisode de gastro-entérite infectieuse, diversité alimentaire, on en a parlé, et puis on retrouve dans le microbiote les rythmes, le stress, le tabac, les additifs, le sel, les probiotiques, toute une série de choses. Il y en a l'activité physique aussi qui joue un rôle sur le microbiote, c'est tout à fait connu. Donc tout ceci, c'est un chemin tout au long de la vie, et une fois qu'on a son microbiote très tôt, très difficile de le changer durablement. On peut le changer sur une courte période, puis il revient à la case départ. Il y a une résilience absolument considérable du microbiote, et ça, c'est malheureusement une difficulté pour la pratique. Je terminerai quand même en disant plusieurs choses. Vous voyez, le statut nutritionnel intervient. Un statut nutritionnel, c'est quoi? Je suis dénutri ou pas dénutri. Mais le statut nutritionnel, c'est aussi ce que je mange. Intervient dans l'immunité. Tout le monde le sait, ça intervient, c'est évident. La malnutrition augmente le risque infectieux et probablement est un facteur de risque de gravité. On l'a bien vu avec le Covid-19, bien entendu, mais on le sait depuis longtemps que la malnutrition, et d'ailleurs chez les cancéreux, c'est la même chose. Quand on dit malnutrition, c'est pas mauvaise nutrition. Oui, alors malnutrition, attention, voilà. Malnutrition normalement, le terme est ambigu. Normalement, malnutrition, c'est mal, c'est-à-dire trop ou trop peu. Mais la malnutrition trop peu conduit à la dénutrition. Le plus souvent, malnutrition est quand même équivalent à sous-nutrition, le plus souvent. Alors, je voudrais quand même terminer en disant deux choses. C'est que, bien sûr, la nutrition, c'est très important, sinon je ne serais pas là et je n'aurais pas fait ce métier pendant si longtemps. La nutrition, malgré tout, ne suffit pas à empêcher l'infection. Manger bien, c'est très bien, mais il y a des tas de gens qui ont bien mangé et qui ont le Covid-19 et qui n'ont pas survécu. Mais quand même, ça reste important. Donc il faut lui accorder de l'importance, mais pas plus que ce qu'elle peut faire. Et elle intervient à côté d'autres facteurs liés au mode de vie qu'on a vu, l'activité physique, la sédentarité, les rythmes, le stress, le sommeil, la dépression. Tout ceci, c'est un tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la santé globale. Donc oui, la nutrition est importante à côté du reste, mais les deux sont liés, bien sûr. Je disais, quand on est sédentaire le soir devant les écrans, on ne mange pas des carottes bouillies, on mange autre chose. Donc il y a vraiment une globalité, et je crois que voilà, notre santé étant entre nos mains, on fait ce qu'on peut, on ne peut pas toujours changer. Il y a aussi des facteurs qu'on ne maîtrise pas, malheureusement.
Alors, beaucoup de questions. Là, ça vous a fait réagir. Ça, là, vous êtes au taquet. Alors, une première question, puisqu'on vient de dire la notion de façon de manger équilibrée. Isabelle Ternois nous dit, en Normandie, nous dit les régimes végétariens ou véganes que l'on observe chez les adolescents et les enfants et les jeunes adultes de plus en plus, favorisent-ils ou non les troubles de l'immunité? Je ne sais pas s'il favorise les troubles d'immunité, mais il favorise un déséquilibre alimentaire, surtout chez les véganes. Le vegan est un mode alimentaire intrinsèquement déséquilibré. Il y a des tas d'études qui le montrent. Vegan. Vegan, c'est végétalien, c'est-à-dire que je supprime tous les produits animaux. C'est un déséquilibre alimentaire intrinsèque, l'homme est omnivore. Il y a un déficit en B12, il y a un déficit en oméga 3, il y a des déficits potentiels en zinc, en fer, en calcium et en iode. Ce n'est pas un bon mode alimentaire, ça augmente l'ostéoporose. Ce n'est pas un bon mode alimentaire. Sur l'immunité, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études là-dessus, mais en tout cas sur ça, je l'affirme. Végétarien ne pose moins de problèmes. Finalement, flexitarien, c'est l'idéal. Justement, François Carré, quand on est vegan, est-ce que si on fait beaucoup d'activité physique, c'est un problème? Alors pareil, je n'ai pas eu beaucoup de données là-dessus. Je sais qu'en réalité, il y a un rapport entre l'alimentation et la performance sportive, mais en fait, là aussi, et je rejoins ce que disait M. Le Cerf, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'activité physique, le sport, ça ne résout pas tout. C'est la bonne nutrition, c'est tout ce qu'on a vu, le sommeil, etc. Personne n'a la solution unique. Mais ce que l'on sait, c'est que pendant très longtemps, on a fait très attention au régime alimentaire. Alors, sur le poids, c'est important, parce que le poids, c'est l'ennemi de la performance, quoi qu'on dise, la performance de haut niveau. Par contre, on a une grande interrogation, et peut-être que M. Le Cerf va pouvoir m'aider, c'est les anorexiques. Les anorexiques, ce sont des personnes hyperactives qui n'arrêtent pas, qui font même des performances exceptionnelles et qui mangent très peu. Donc, en fin de compte, cette relation alimentation-performance n'est pas aussi simple. En d'autres termes, est-ce que vraiment la pasta partie avant le marathon est indispensable? On y a dit pendant longtemps, mais j'en suis plus sûr aujourd'hui. D'un mot. On peut tout à fait être végétarien et avoir de performances alimentaires. Je n'ai absolument rien contre les modes alimentaires végétariens. Après, vous savez comme moi qu'il y a une adaptation de l'organisme et que, d'abord, les anorexiques font un petit poids, donc pas beaucoup de dépenses. Et puis, au plus on fait d'entraînement, au moins les besoins de l'organisme sont élevés. Donc, sont élevés par rapport à l'exercice qui est réalisé. Alors, beaucoup de questions sur les compléments alimentaires. On ne va pas toutes les passer en vue, bien évidemment. Je citerai Brigitte Mancel, Philippe Millet. Elles vont toutes dans le même sens. Et en fin de compte, est-ce qu'en fin de compte, ces compléments alimentaires ont une place dans l'alimentation quotidienne et dans la prévention santé? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces compléments alimentaires? Alors, compléments alimentaires, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que c'est un ensemble extrêmement vaste. Il y a des compléments alimentaires qui sont tout à fait intéressants parce qu'il y a des molécules qui ont été bien mises en évidence pour des fonctions très précises. Mais si on parle compléments alimentaires, c'est-à-dire manger des vitamines et des minéraux pour augmenter ses défenses immunitaires, il n'y a aucune étude qui le montre. Ce qui est montré, c'est que la bonne nutrition est très importante. Les compléments alimentaires, il faut se méfier parce que autant des petites doses, ça va, autant des fortes doses, on sait qu'il y a des effets indésirables. Donc, beaucoup de prudence et c'est pas ça la clé. Alors, il y a beaucoup de questions, vraiment. Alors là, quel conseil, Anne-Laure Fruit nous demande, quel conseil vous donneriez sur le plan d'alimentation pour un travailleur en posté, c'est-à-dire qui fait les 3-8? Ah oui, c'est une question très importante. Alors, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas qu'ils rajoutent un repas de plus. Parce que très souvent, en fait, ils sont à plutôt 4 repas, voire 5, parce qu'il y a en fait des rythmes qui sont changés. Et puis, la nuit, il a quand même besoin, s'il travaille de nuit, par exemple, de manger. Il faut qu'il fasse attention à la qualité de son repas dans ces conditions-là et que ce ne soit pas uniquement des produits sucrés ou des produits qui seront déséquilibrés. Donc, il y a une attention particulière à avoir. Et puis, surveiller son poids aussi. C'est-à-dire que si ça monte, c'est que globalement, c'est un peu de trop. Voilà, c'est pas simple, mais on peut donner des conseils. Voilà. Hélène Dehaze, justement, une question pour vous. On parle beaucoup de vitamine D, vous l'avez évoqué, Monsieur Le Cerf, sur l'aspect justement immunitaire. On l'évoque beaucoup par rapport à la Covid. On a dit, est-ce que c'est un moyen de protéger de la Covid? Il semblerait, d'après l'Académie de médecine, que la vitamine D soit un traitement adjuvant intéressant pour les complications, mais n'est pas démontré le fait que c'était un traitement préventif pour la Covid. Mais la question posée est plus précise, c'est quel est le rôle de la vitamine D dans le sommeil? Est-ce que ça perturbe l'horloge biologique? Je suis totalement incapable de répondre à cette question-là. Très bien, vous avez réussi. Non, a priori, non. J'ai rien en tête. Ouais, la vitamine D est très très utile.
La vitamine D est très utile. Il y a beaucoup d'effets qui sont observés du manque de vitamine D. Maintenant, les études de supplémentation en vitamine D peinent un peu à démontrer son efficacité. En fait, c'est une vitamine tellement ubiquitaire, c'est une hormone en fait, la vitamine D, qu'elle agit sur un nombre incroyable puisque la vitamine D allume environ 300 gènes. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est absolument colossal. C'est une vitamine très puissante. Pour autant, est-ce qu'elle fait tout? Elle fait beaucoup. Mais est-ce qu'elle fait tout? Je ne sais pas. Elle Oui, n'intervient pas dans l'horloge. Pas à Non, ma connaissance, pas à ma connaissance, c'est mais important, voilà. écoutez, il faut peut-être que je révise un peu. On a vu que c'était complexe, en effet. Merci beaucoup. On va revenir vers vous parce que je pense qu'il y aura encore d'autres questions. Et nous passons donc avec François Trottin à un domaine que vous connaissez peut-être, vous ne connaissez pas. Donc, on va lui demander d'abord une définition. Le microbiote, cet organe qui nous appartient et avec qui on vit. Oui, merci pour l'invitation d'abord. Donc moi, je suis infectiologue à la base et il se trouve que par la force des choses, on s'est intéressé au microbiote intestinal puisqu'on s'est aperçu, nous et d'autres, que le microbiote intestinal pouvait à distance influencer nos mécanismes de défense contre les infections. Donc en effet, je crois que ça serait intéressant de définir le microbiote intestinal. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste du microbiote intestinal, je suis plutôt infectiologue, comme je l'ai dit. Mais très rapidement, une petite présentation. Donc on estime qu'il y a entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14 bactéries dans notre intestin. Si les calculs sont bons, c'est entre 10 000 et 100 000 milliards de bactéries. Donc ça représente en effet une biomasse extrêmement importante, plusieurs kilogrammes probablement. Alors, il n'y a pas que des bactéries dans l'intestin, il y a aussi des virus, des champignons, des parasites. Et les bactéries qui s'y trouvent sont surtout des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qu'elles se développent en absence d'oxygène. Alors, dans ce règne bactérien, on dénombre une dizaine de grandes familles, on appelle ça des phyla, et environ plusieurs centaines de genres bactériens. Vous imaginez la compétition qu'il y a entre ces bactéries, parce que chacune d'entre elles veut sa place, bien évidemment. Alors, ces bactéries, elles sont extrêmement actives. Elles expriment des gènes, entre 1 et 2 millions de gènes. C'est à peu près 150 fois notre génome. C'est absolument énorme. Donc, on peut avoir une idée, en fait, de la biodiversité qui va être générée grâce à ces bactéries. Alors, ces bactéries, elles se trouvent au niveau intestinal en étroit contact avec notre muqueuse intestinale qui présente une surface importante parce que l'intestin n'est pas plat, ça présente plein de villosités, donc ça augmente forcément la surface d'échange avec le reste de l'organisme. Alors ces bactéries, elles sont métaboliquement extrêmement actives puisqu'elles se trouvent dans un milieu très riche en nutriments. Donc forcément, elles vont métaboliser des tas de choses dont certaines ne peuvent pas être produites par notre propre organisme. On a parlé des vitamines tout à l'heure. Les bactéries qui sont dans notre intestin peuvent nous fournir un certain nombre de bactéries. C'est le cas aussi des acides gras à chaîne courte dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps et qui sont issus de la fermentation des fibres végétales. Et on sait maintenant que ces acides gras à chaîne courte peuvent avoir diverses fonctions, notamment au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du système immunitaire. Donc ces produits-là, qu'on synthétise en très faible quantité, sont extrêmement importantes pour notre santé. Alors les bactéries produisent aussi des composants de parois, de membranes qui jouent aussi un rôle sur notre système immunitaire. Alors, quel est le rôle de ces bactéries au niveau intestinal? Elles nous aident à digérer, notamment les fibres végétales, on le sait tous. Elles aident également notre métabolisme via un certain nombre de facteurs comme des vitamines, des acides gras à chaîne courte. Elles jouent également un rôle dans la barrière, puisque évidemment, il ne faut pas que ces bactéries puissent diffuser dans l'organisme, sinon ça créerait un choc septique. Donc les bactéries elles-mêmes sont capables de réguler cette barrière. Et aussi, le microbiote intestinal peut, à distance, influencer diverses fonctions au niveau de divers organes. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'axe intestin-cerveau. On sait que le microbiote intestinal peut agir au niveau de nos fonctions cognitives, voire sur la transmission, enfin la synthèse de neurotransmetteurs. Donc c'est extrêmement sur notre anxiété ou notre façon de penser. Alors, en ce qui concerne le système immunitaire, que je connais un petit peu mieux, on sait que le microbiote intestinal, et on en a parlé tout à l'heure avec M. Le Serre, est extrêmement important dans le développement, l'éducation, et également la fonction du système immunitaire, dont on sait lui-même qu'il va nous protéger contre les agents infectieux, contre les développements de cellules tumorales. Et ce qui est extrêmement important à savoir, et vous l'avez dit, c'est que
l'acquisition précoce du microbiote est extrêmement importante puisqu'elle va conditionner tout ce qui va se passer par la suite. Par exemple, il y a des études très sérieuses, en Suède je pense, qui ont montré que des enfants qui naissent par césarienne, par rapport à des enfants qui naissent par voie naturelle, eh bien, ont une probabilité beaucoup plus forte de développer des réactions asthmatiques. C'est probablement aussi vrai pour les désordres métaboliques qui vont s'en suivre. Donc cette acquisition précoce est extrêmement importante et on pense que c'est justement en éduquant le système immunitaire, en le façonnant, que le microbiote intestinal va jouer cette fonction. Alors, en ce qui concerne le système immunitaire, on sait, à la fois chez l'homme et surtout grâce à l'utilisation de modèles expérimentaux, que le microbiote intestinal joue un rôle dans les mécanismes de défense contre les infections. Par exemple, si on prend une souris axénique, une souris qui n'a pas de microbiote, on appelle ça germ-free en anglais, eh bien, on s'aperçoit déjà que le système immunitaire est immature, les cellules sont moins fonctionnelles, les cellules immunitaires sont moins fonctionnelles, et ces souris sont beaucoup plus sensibles aux infections, notamment aux infections respiratoires. Ce qui suggère en fait qu'il y a un dialogue entre l'intestin et le poumon. Et on sait maintenant que le microbiote intestinal est capable de produire des tas de choses, notamment des métabolites. J'ai parlé tout à l'heure des acides gras à chaîne courte, mais aussi des éléments de paroi qui vont diffuser à travers cette barrière qui est quand même perméable, puisqu'elle permet la diffusion de ces substances qui vont passer dans le sang et qui vont arriver au niveau du poumon et armer un certain nombre de systèmes immunitaires à nous protéger contre les infections, virus, bactériennes et probablement d'autres types d'agents infectieux. Est-ce qu'on a, juste avant de continuer sur ces problèmes, quand on a un microbiote défaillant, est-ce qu'on a des notions justement, puisque c'est quand même l'actualité, entre la Covid, entre le coronavirus et justement le microbiote? Est-ce qu'on a eu le temps déjà de se pencher là-dessus? Alors pour l'instant, je suis en train de parler d'un microbiote normal, en bonne santé et des fonctions qu'il joue. Maintenant, en effet, qu'est-ce qui fait que le microbiote intestinal, sa fonction va être influencée? Alors, il y a des tas de facteurs. Je vais répondre à votre question, hein. Je vous le promets. L'alimentation, bien évidemment, on en a parlé. Il faut avoir une alimentation saine, diversifiée, riche en fibres, mais pas trop. La prise de médicaments, notamment des antibiotiques, va évidemment perturber le microbiote intestinal. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prendre d'antibiotiques lorsqu'on prescrivait des antibiotiques, mais il est évident que ça va impacter sur le microbiote. Le stress, les facteurs environnementaux vont évidemment influencer la qualité de ce microbiote. L'âge, on sait que la qualité du microbiote peut varier en fonction de l'âge. En fait, il y a une perte de diversité, hein. Plus on vieillit, moins il y a de types bactériens et moins le microbiote est fonctionnel. Et en effet, toute une série de facteurs de comorbidité qui vont influencer la qualité de ce microbiote. Et là, je vais répondre à votre question. Parmi ces facteurs de comorbidité, on peut nommer les désordres métaboliques, notamment l'obésité, le cancer, certaines infections également chroniques ou aiguës peuvent perturber la composition de ce microbiote. On appelle ça la dysbiose. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un déséquilibre dans la composition du microbiote qui aboutit à plusieurs choses. D'abord, à une baisse de la diversité. Il y a moins de genres bactériens. Il y a un métabolisme qui va être forcément altéré. Et cette dysbiose peut aussi se traduire par la disparition des bactéries qui sont bénéfiques pour notre santé, on les connaît, hein, les bifides, lactobacilles, etc., au profit de bactéries qui vont plutôt jouer un rôle dans l'inflammation locale, etc., des bactéries qui sont délétères. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que l'infection, notamment la Covid, peut modifier la composition du microbiote? Oui, il y a des études chez l'homme qui le montrent. Maintenant, c'est le début de l'histoire. Il y a aussi des modèles expérimentaux, bon, ce n'est pas encore publié, mais entre autres, on travaille dessus, qui montrent que l'infection virale, en général, peut moduler la composition du microbiote et qu'ensuite, ça peut avoir un impact sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple extrêmement précis. Donc, nous, on travaille plutôt sur la grippe. On a montré ça. En fait, on s'est aperçu que on a étudié en fait l'impact d'une dysbiose sur les mécanismes de défense dans le poumon. Et on a fait une expérience extrêmement simple qui est schématisée ici. On a pris une souris, on l'a traitée pendant quelques jours avec des antibiotiques afin de dépléter son microbiote intestinal. Et ensuite, on l'a colonisée soit avec un microbiote de souris en bonne santé, soit avec un microbiote collecté à partir d'une souris en mauvaise santé. Et on s'est aperçu, lorsqu'on infectait ces souris colonisées avec une bactérie, peu importe laquelle, que les souris qui recevaient un microbiote dysbiotique étaient plus sensibles à l'infection. Vous voyez, les petits points noirs représentent le nombre de bactéries dans les poumons. Ce qui montre bien que
ce microbiote dysbiotique peut, à distance, impacter sur les mécanismes de défense contre l'infection bactérienne. Maintenant, pour répondre à votre question encore une fois, probablement les infections virales aiguës, dont la Covid, perturbe le microbiote intestinal et probablement modifie l'homéostasie intestinale. Alors, on a parlé tout à l'heure de perméabilité intestinale. Peut-être qu'il y a des choses qui sortent, qui vont diffuser et avoir un impact négatif sur la santé. Peut-être aussi que ça peut avoir un rôle sur des surinfections bactériennes, etc. Il faut avoir un microbiote bien équilibré pour, en fin de compte, faire face à une infection. C'est un peu l'objet de notre discussion aujourd'hui, hein. Comment peut-on faire? Alors j'essaye de mettre... Voilà, ça y est. Comment peut-on faire pour préserver notre microbiote intestinal? Ou comment en restaurer la fonctionnalité lorsque on a un microbiote dysbiotique suite à une comorbidité, une pathologie X ou Y? Alors l'alimentation, bien évidemment, là je ne vais pas développer parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Une alimentation équilibrée, riche en fibres, mais pas trop. C'est évident. L'exercice physique... On sait en effet, on en a parlé tout à l'heure, que l'exercice physique peut avoir un impact plutôt bénéfique sur la composition et la fonction du microbiote intestinal. Ça induit par exemple la synthèse d'acides gras à chaîne courte, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, prébiotiques, probiotiques, on en a parlé aussi tout à l'heure. Peut-être ne faut-il pas en abuser, mais force est de constater qu'il y a des travaux dans la littérature, à la fois chez l'homme, sur des grosses études et à la fois dans des modèles expérimentaux qui montrent que la prise de probiotiques ou de prébiotiques, ou les deux, a un impact quand même assez favorable sur la santé, notamment sur la façon dont on va se défendre contre des infections respiratoires ou pas. Enfin, dernière chose, et après je terminerai là, est-ce qu'on peut exploiter ce microbiote intestinal en santé? Oui, concrètement, il y a des choses de fait. Par exemple, il existe une bactérie qui est extrêmement embêtante, qui s'appelle Clostridium difficile, et comme son nom l'indique, elle est extrêmement difficile à éliminer. Et les patients qui sont réfractaires aux thérapies conventionnelles, eh bien, on peut leur proposer un traitement qui consiste, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est du transfert de flore fécale, qui consiste à transférer un microbiote d'une personne saine pour justement éliminer le microbiote dysbiotique, dont cette bactérie qui est très embêtante. Donc, une voie de traitement, en fait. Comment? Ça serait une voie de traitement. C'est une voie de traitement, c'est tout à fait concret, hein. Donc voilà, pour conclure, notre microbiote, c'est un ami, hein, très clairement, il faut le respecter. C'est un ami qu'on connaît encore mal, et je pense que dans les années qui viennent, il nous réserve de très très belles surprises, notamment dans le domaine infectieux. François Totin, merci beaucoup pour ces éclairages. Un petit mot, Jean-Michel Lecerme. C'est tout à fait intéressant. Le probiotique, prébiotique, oui, la prébiotique, c'est de notre alimentation, hein, puisqu'il y a énormément de prébiotiques dans l'alimentation. Manger de la chicorée, du topinambour, des artichauts, des oignons, vous avez des prébiotiques, hein, donc les produits végétaux. Et les probiotiques, bien les produits laitiers fermentés, mais il n'y a pas que cela. Il y a énormément de produits fermentés dans l'alimentation. On peut aussi, bien sûr, les prendre sous forme de suppléments alimentaires, comme vous me marquiez, qui commencent à avoir des effets quand ils sont bien ciblés, avec une souche qui est vraiment identifiée sur une fonction précise. Oui, demain. Le transfert de microbiote fécal, malheureusement, pour l'instant, en dehors de Clostridium difficile, les études montrent des effets qui sont insuffisants et peut-être aussi là, une résilience. Apparemment, on a du mal à le modifier durablement. Très clairement. Il y a aussi des questions éthiques qui se posent à tout ça. Tout à fait. Alors, des questions, parce qu'il y en a beaucoup, donc là aussi c'est pareil, nous arrivons au terme de notre table ronde. Alors, je ne sais pas qui va répondre, mais est-ce que le stress, l'anxiété, voire la dépression, et c'est particulièrement fréquent, et on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près un Français sur 5 qui a ce problème de dépression lié au Covid, ou du moins c'est la goutte d'eau qui a peut-être fait déborder le vase. Est-ce que cela, le stress, l'anxiété et la dépression, peut impacter l'immunité? Oui. Oui. Le stress, oui. Dépression, oui, c'est connu depuis longtemps, oui, bien sûr, absolument. Très clairement, on sait qu'il y a plein de choses qui sont produites dans le cerveau qui vont influencer le système immunitaire. On sait aussi que le microbiote agit sur la dépression. Alors malheureusement, là, les psychobiotiques n'ont pas montré leurs preuves chez l'homme. Chez l'animal, oui, mais peut-être demain, on aura des psychobiotiques qui seront pertinents. Et on sait aussi que le premier traitement des dépressions minimes et modérées, selon les neurologues, c'est l'activité physique. On ne donne pas d'antidépresseurs dans les dépressions minimes ou modérées, selon les dernières recommandations. Comme pour l'hypertension. Comme pour l'hypertension artérielle. Charline de La Fontaine, que sait-on des liens entre le microbiote intestinal et la survenue d'allergies respiratoires? Ah oui, là c'est très clair. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que le microbiote intestinal, et notamment cette acquisition d'un bon microbiote, va nous protéger contre le risque de développer des allergies, dont les allergies respiratoires, l'asthme, très clairement. Donc l'acquisition du microbiote de la maman, microbiote vaginal, fécal, cutané,
très tôt, va coloniser le microbiote du bébé et le bébé va s'en souvenir très clairement. Et c'est via le système immunitaire, la régulation. Une dernière question, Jean-Michel Nicolas, il s'adresse directement à François Carré pour lui dire la cohérence cardiaque est très à la mode. Est-ce que c'est une pratique intéressante? Oui, on a aussi des données sur la cohérence cardiaque. En fin de compte, la cohérence cardiaque résume globalement la balance autonomique, système sympathique, système parasympathique. Nous, cardiologues, on aime mieux les gens parasympathiques que sympathiques, puisque sympathique, ça veut dire... Parasympathique, c'est ce qui ralentit plutôt les fonctions. C'est le frein. Sympathique, c'est plutôt ce qui accélère. accélère. Et d'ailleurs, dans le système immunitaire est commandé en partie par le système nerveux autonome. Par exemple, on en parlait dans la pratique sportive, on sait très bien que quand on fait peut-être trop de sport, on stimule trop la balance sympathique et le frein est diminué. Donc oui, la cohérence cardiaque, c'est aujourd'hui reconnu. Et il y a un équivalent qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque qui est maintenant utilisé chez les grands sportifs pour vérifier et prévenir le surentraînement. Donc oui. Donc la cohérence cardiaque, vous le savez, c'est en fait de jouer sur la respiration, d'avoir des temps inspiratoires et expiratoires qui sont modulés. Et en fonction de ce temps respiratoire, eh bien, vous rééquilibrez en effet le frein et l'accélérateur. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Restez avec nous. Nous allons passer à la table ronde suivante, où en fait on va mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on vient de dire là. Nous aurons le plaisir d'accueillir Tony Estanguet en tout début de cette table ronde, vous savez, le président de Paris 2024. Et puis nous verrons après des expériences extrêmement pratiques, d'abord au niveau des patients. Les associations de patients ont un rôle à jouer, bien évidemment, dans ce domaine. Nous accueillerons également Alexandre Fels, qui, lui, en tant qu'adjoint au maire de Strasbourg, mais surtout en tant que médecin généraliste, était un des promoteurs en France de ce qu'on appelle le sport santé, comme dirait François Carré, l'activité physique santé. Et puis, nous aurons ensuite deux interventions tout à fait passionnantes, une sur le cancer. En quoi, dans le domaine du cancer, on peut avoir un certain nombre d'activités, d'actions sur les modes de vie et que ça accompagne, en fin de compte, ça optimise les traitements contre le cancer. Et puis, est-ce que tous ces outils numériques, en fin de compte, n'ont pas un rôle à jouer important, non seulement dans la prévention, mais peut-être aussi dans la motivation et dans la pérennité des actes qu'on peut avoir dans cette prévention. On se retrouve dans quelques instants. Là, vous avez le temps de prendre un café. Allez, 1 minute pour prendre un café.